Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Il y a quelques années, pour Noël, j'ai offert à mon frère Ziad un cadeau que je trouvais génial. Un chauffe-tasse USB. Oui, en fait, c'est une sorte de petite plaque chauffante qui se branche à un ordinateur pour garder toujours son thé au chaud, et mon frère, c'est vrai qu'il boit souvent son thé froid. La vérité, c'est que je crois qu'il l'a jamais utilisé et que ce bijou de technologie et de matière, acheté en ligne, doit croupir dans un carton dans un garage avec d'autres innovations essentielles à la vie de tous les jours que j'ai aussi offert à ma famille à Noël. Il faut dire que pour nous, Noël, c'est un truc important. Et pendant longtemps, le 24 et le 25 décembre, on trouvait sous le sapin une montagne de paquets de toutes les couleurs et que cette surabondance correspondait sûrement à l'idée qu'on se faisait du bonheur. Et puis en grandissant et en s'intéressant au monde autour de nous, mon neveu et ma nièce, qui sont adolescents maintenant, ont mis en place un système dans lequel on tire au sort une seule personne à qui offrir un cadeau, histoire de ne pas se recouvrir de choses inutiles dont on ne saurait pas quoi faire. Évidemment, sur le principe, j'étais super d'accord, c'était vraiment une bonne idée. Mais au fond de moi, il y a un monstre de la consommation qui se réveille quelques jours avant Noël. Soudain, je m'imagine que ça va être catastrophique, horrible si on n'a pas plus de cadeaux, et je me retrouve à hésiter encore une fois devant une paire de moufles qui clignotent et un mini appareil photo qui va sous l'eau parce que des fois, peut-être, on a vraiment besoin de prendre des photos sous-marines. Pour autant, j'habite pas exactement dans un château et la plupart de ces objets finissent donnés ou jetés et rarement au cœur de ma vie. Il y a 2 ans, pour faire face à tout ça, ma sœur Diane a eu une idée géniale. Pour Noël, elle m'a offert une boîte à repriser avec du matériel de couture, une session d'explication sur comment réparer les chaussettes et des liens vers des tutos en ligne pour apprendre à le faire. Ça n'a pas fait de moi le roi de la retouche, mais c'était un compromis assez formidable. Un chouette cadeau en soi, dans une très grosse boîte, et ça c'est bien quand même, sans en rajouter dans la consommation à outrance. Depuis les années 60, on a appris collectivement à acheter neuf plutôt qu'à réparer et à jeter ce qui nous semblait trop vieux plutôt qu'à le garder, et tout ça sans forcément s'en rendre compte. En moyenne, selon l'ADEME, on possède en France une centaine d'équipements électriques et électroniques par foyer, du four au téléphone en passant par l'imprimante. Comment cette abondance d'objets participe à la crise écologique ? Comment faire durer ces objets dans un monde qui encourage plutôt à jeter et à acheter neuf ? Quelles sont les initiatives qui marchent pour encourager la réparation et la réutilisation de tous nos trucs ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Julie Madon est sociologue et consultante et elle a publié en 2024 « Faire durer les objets » aux presses de Sciences Po, un livre dans lequel elle va, avec son magnétophone, à la rencontre des gens qui réparent leurs choses pour leur donner une vie plus longue. Bonjour Julie Madon. Bonjour. Alors si on commence par le début, c'est quoi le rapport entre tous les objets qu'on accumule chez nous et la crise environnementale ? C'est quoi le poids de nos intérieurs ? Alors la question du poids, elle est intéressante. Le poids de nos équipements, en fait, il est souvent plus fort qu'on ne le croit. Si on comptabilise, il y a des chiffres qui ont montré que 2,5 tonnes, c'est le poids de nos équipements dans une maison, en moyenne. Mais en fait, ces 2,5 tonnes-là, si on le rapporte aux matières premières qui ont été mobilisées pour fabriquer en fait ces équipements-là, on est plutôt sur 45 tonnes de matière, donc 18 fois plus que les 2,5 tonnes que je viens d'évoquer. En émissions carbone, ça équivaut à peu près 6 allers-retours Paris-New York. Donc en fait, pour la plupart des équipements et biens matériels, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la phase d'extraction de matière et non l'usage en fait qui coûte le plus cher entre guillemets à l'environnement. C'est à la fois l'extraction de matière, la phase de fabrication également. Par exemple, si on prend un ordinateur portable, il y a 75% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à ces 2 phases-là. Et en fait, en phase d'usage, finalement, on fait que rentabiliser en quelque sorte l'objet qu'on a acheté. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important d'allonger la durée de vie par l'entretien, par la réparation, par le réemploi. C'est que ça va permettre un peu d'amortir en fait plus longtemps cette phase de fabrication et donc de décaler en fait la fabrication d'un produit neuf. Mais en fait, c'est quoi le problème avec la durée de vie des objets ? La durée de vie des objets, elle est assez courte en fait par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Si je donne un exemple, un lave-linge, en moyenne, ça dure 10 ans chez les gens. Est-ce que les gens sont ravis de renouveler leur lave-linge au bout de 10 ans ? Pas forcément. C'est souvent parce qu'il y a une panne, on se dit pas je vais avoir des super nouvelles fonctionnalités de lave-linge. Mais donc il y a cette question-là en fait de mon lave-linge dure 10 ans, il a coûté tant en matières premières, etc. Comment le rentabiliser ?
Un autre chiffre, c'est l'exemple des smartphones. Les smartphones, en moyenne, ça dure 2 ans. C'est-à-dire que les gens les gardent 2 ans et ensuite ils en rachètent un nouveau. Alors cette fois-ci, parce qu'il y a peut-être des effets de mode, enfin c'est pas peut-être, c'est avéré, il y a des effets de mode autour des smartphones. Donc effectivement, il y a cette question de quand on sait les terres rares qui ont été investies dans la production de cet objet-là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce qu'on le conserve pas plus longtemps? Donc c'est une problématique écologique importante. Alors dans votre livre et dans les enquêtes que vous avez menées, vous vous intéressez en fait aux gens qui réparent les objets. En fait, ça c'est une pratique qui est assez ancienne. On a l'impression que c'est 30, 40 dernières années. Cette pratique-là, elle a perdu de la place au profit d'acheter des tas de nouvelles choses et de jeter plutôt que de réparer. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors, il y a eu une accélération avec l'avènement de la consommation de masse, mais ça commence à faire un temps maintenant. Il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu la production de masse, il y a eu le fait que on commence à avoir des objets qui sont de plus en plus jetables, moins réparables. On se pose moins la question aussi de garder ces objets-là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est quand même une question qui se repose pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une réglementation, il y a des discours publics. On a, dans les années 2010, on avait beaucoup le discours sur l'obsolescence programmée, qui est toujours présent. Il y a aussi les émissions sur le minimalisme, par exemple, ou encore ça peut être les discours sur la sobriété qu'on entend un petit peu aussi émerger. Donc en fait, il y a quand même des discours qui ont réapparu. Et donc ces pratiques-là qui ont disparu pendant un temps, moi je dirais presque que c'est l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, elles commencent à réémerger et elles sont formulées différemment en fait. On se dit au-delà de ma consommation, il y a un impact potentiellement environnemental. Il y a aussi la question de comment je gère mon portefeuille avec la crise économique. Donc en fait, c'est pas si simple. On peut pas dire que on est complètement parti de ces pratiques-là. Oui, mais pour autant, on a quand même l'impression qu'on évolue dans un système économique dans lequel, en fait, c'est beaucoup plus simple d'acheter quelque chose de neuf que de réparer quelque chose de cassé. Alors, ça marche pas pour tout, mais si on pense, je sais pas, aux objets électroniques, aux appareils d'électroménager, même pour les habits, on en avait parlé ici avec l'entrepreneuse Julia Faure, qui disait, en fait, on achète beaucoup d'habits alors, plutôt que de repriser nos chaussettes ou nos t-shirts. Pourquoi ça nous apparaît plus simple d'acheter quelque chose de neuf plutôt que de conserver ce qu'on a et de leur donner une durée de vie plus longue? Ouais, alors j'ai parlé évidemment d'évolution un peu dans les mentalités, mais c'est vrai que ça reste une grosse problématique en fait. En moyenne, il y avait une étude qui montrait que 85% des Français songent à réparer leur objet, mais en fait, dans la réalité, il y en a que 36% qui réparent. C'est quoi ce gap? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on finalement on laisse tomber? En fait, je pense qu'il y a un peu trois déterminants sur cette question-là. Il y a les normes sociales d'abord. Toutes les représentations autour de la réparation, ça reste quand même dans certains milieux sociaux une pratique de pauvre entre guillemets, pour le dire de manière très cash, ou une pratique de radin aussi. Alors ça va, tu pourrais racheter un autre objet plutôt que d'être là à bricoler. Donc pour donner un exemple, moi j'avais vu sur mes terrains, il y avait une personne qui avait essayé de réparer ses housses de couette dans un atelier de couture, et en fait même sa prof de couture se rigolait un petit peu en disant pourquoi tu t'embêtes à réparer ta housse de couette quoi. Donc il y a vraiment cette question des normes sociales qui est importante. Le deuxième type de raison, c'est quand même le manque de ressources, parce que ça demande énormément de ressources de réparer, d'avoir les compétences techniques et d'avoir le temps aussi pour le faire. Pareil, j'ai un exemple d'une personne qui s'était dit mon lave-linge est en panne, je vais le faire réparer plutôt que d'en racheter un. Donc elle a une famille avec 2 enfants, le temps que le réparateur passe, ça prend 2 semaines, donc on va au lavomatique pour laver ses habits. Donc tout ça, ça a un coût. Et effectivement, ça demande un certain nombre de ressources. Donc les personnes se découragent en fait souvent à ce stade-là. Et puis le dernier point, c'est aussi du côté de l'offre marchande ou de l'offre non marchande. Il y a plein d'initiatives qui existent, on y reviendra peut-être, mais effectivement, souvent, c'est des choses qui peuvent être peu identifiées en fait par les personnes, ou alors ça peut être que les personnes sont confrontées à un discours aussi qui les décourage de la part du service après-vente d'un distributeur, par exemple, ou un employé dire non, désolé madame, là ça va pas être faisable. Enfin voilà, il y a tout un tas de freins en fait à ce niveau-là aussi, où on se dit j'ai pas d'offre de réparation à proximité, je sais pas comment faire, donc je laisse tomber. Enfin, il y a aussi parfois la question du prix, c'est-à-dire aussi le neuf. Acheter aujourd'hui en ligne sur des grandes plateformes comme Amazon ou d'autres, en fait, ça coûte aussi moins cher des fois que de réparer, ce qui semble
un peu bizarre d'un point de vue théorique, mais en fait, c'est une expérience qu'on a tous, c'est-à-dire de se dire, mais en fait, je vais perdre du temps et de l'énergie à essayer de réparer un truc, alors que je peux remplacer mon réveil cassé pour une somme moins importante en l'achetant en ligne. Ça, il y a quand même là-dedans une contradiction qui est pas facile à comprendre et à résoudre. Ouais, elle est pas facile à comprendre, elle est pas facile à surmonter aussi, parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui se disent, bah, ça sert à rien, surtout si on a acheté, je sais pas, des chaussures premier prix, on se dit, bah, ça vaut pas le coup. Enfin, il y a un peu un truc de qu'est-ce qu'on met comme valeur dans l'objet aussi qu'on veut réparer. En fait, ça s'explique assez simplement, c'est qu'effectivement, on a délocalisé la fabrication de tous ces objets-là. Là où, par contre, quand on fait réparer, bah, souvent, il faut payer un réparateur français qui va y passer des heures, parce qu'il faut diagnostiquer, parce qu'il faut commander la pièce détachée, parce que, enfin voilà. Et donc, en fait, bah, ça redonne du travail, au moins à l'échelle locale, mais c'est vrai que ça demande du temps et donc ça coûte de l'argent. Mais c'est du coup potentiellement un frein à la réparation, ça c'est sûr. Il y a aussi ce que vous disiez à propos des normes sociales. Si on pense aux fêtes de fin d'année, l'idée d'offrir des choses de seconde main, des choses qu'on a réparées soi-même, tout ça, ça semble quand même, je pense, pour une partie des gens, y compris pour moi. Maintenant, bon, bah, mes enfants cette année vont avoir des Playmobil de seconde main. Je le dis, voilà, ils le savent pas encore, mais ça semble quand même pour beaucoup de gens quelque chose de pas terriblement correct vis-à-vis des autres, et quand même le neuf a quand même une image qui surpasse de loin un objet qu'on aurait réparé soi-même, quand bien même on y aurait mis de l'amour et des efforts. Ouais, oui, il y a toute une question, bah, là aussi encore une fois, hein, de représentation là-dessus, mais ça me fait penser, pour rebondir justement sur cette question des objets inutiles qu'on offre à Noël, j'ai toute une palanquée d'exemples justement de personnes qui me disent oh là là, le nombre de cadeaux que je reçois, ou même des fois une personne qui m'a dit je suis allée pleurer sur le balcon à l'écart de stress d'être submergée en fait d'objets sous le sapin, de pas savoir quoi en faire, et je me suis dit bon, c'est peut-être moi qui suis trop écolo et qui fait de l'éco-anxiété, et du coup voilà, j'ai pas envie d'être mal vue non plus du reste de la famille. Ça reste un cadeau, ça reste là aussi parcouru de normes, on est censé être content de recevoir aussi, mais effectivement il y a un gaspillage aussi énorme à ce niveau-là, donc c'est aussi important de se poser la question. Je crois qu'il y a 1 million de cadeaux de Noël chaque année qui sont jetés directement à la poubelle parce qu'ils servent à rien. Donc ouais, effectivement, il y a cette possibilité aussi de se dire, soit on limite effectivement les cadeaux qu'on offre, soit on se dit, bah finalement le parcours par l'occasion, c'est peut-être une option intéressante. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se disent, je vais offrir sans dire que c'est de l'occasion. Et ça, c'est pas mal. Mais pourquoi c'est si important d'allonger la durée de vie des objets? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah moi, si je répare ma bouilloire, en fait, l'impact au niveau global sur la crise écologique, sur le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, honnêtement, c'est pas grand-chose. Et donc, c'est aussi, en tout cas d'un point de vue éthique, quand on regarde la crise environnementale, on se dit, mais c'est vraiment une microscopique goutte d'eau à l'échelle de ce qu'il faudrait faire. En même temps, ouais, je vois l'idée. Après, c'est vrai que ça permet en fait, de retarder la consommation plus tard. Et comme je disais tout à l'heure, quand on voit que tout l'impact des objets qu'on possède, il est contenu en majorité dans la fabrication, dans les matières premières, etc. Bah en fait, c'est pas une goutte d'eau. C'est aussi, ça permet de justement retarder l'achat. Après, il faut que ça se couple potentiellement avec une forme de sobriété aussi dans la consommation pour justement limiter en fait cette surproduction, en fait, se poser la question aussi de quoi acheter, ça peut être important, et c'est important de le coupler aussi avec le fait de faire durer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, se dire, bon, bah, je veux m'acheter une bouilloire pour ma résidence secondaire, car j'ai une résidence secondaire. Peut-être se dire, bah, finalement, j'ai toujours fait à la casserole comme ça, en couvrant pour pas que ça dépense trop d'énergie. Bon, est-ce que j'ai besoin d'une bouilloire, ou est-ce que j'ai besoin d'une bouilloire super connectée avec de l'électronique dedans? Enfin voilà, se poser un peu les questions de quel est mon besoin premier, en fait, dans cette consommation-là. Alors vous, dans vos travaux, vous avez interrogé des gens qui réparent pour plein de raisons différentes. Vous les avez appelés les longéviteurs parce qu'ils allongent la durée de vie des objets. Est-ce que ces gens, ils font ça parce que c'est moins cher? Est-ce qu'ils font ça par conviction parce qu'ils sont écologistes? Est-ce qu'ils font ça pour d'autres raisons? Pourquoi des gens se mettent à réparer ou ont l'habitude de réparer des objets, des habits, etc.?
Il y a plein de motivations à réparer, effectivement, et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette question-là, c'est que ça regroupe toute une variété de profils. On va avoir des personnes qui effectivement s'y intéressent pour les questions environnementales, donc voilà, des personnes a priori plutôt diplômées d'ailleurs, qui se renseignent vachement sur ces questions-là et qui se disent en fait c'est un acte militant de réparer, mais en fait la majorité des personnes qui cherchent à réparer, c'est pour des raisons économiques. Et il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi la question de j'ai acheté un objet, pourquoi j'en rachèterais un nouveau alors que j'ai investi de l'argent dedans. Donc ça va concerner aussi des profils qui peuvent avoir des ressources plus faibles. Donc en fait ça va regrouper vraiment des profils sociaux à la fois ruraux, urbains, à la fois plus modestes, plus aisés. Quand même schématiquement à l'échelle de la France, on a les ruraux et les classes populaires qui réparent le plus, c'est très clair, parce qu'il y a les compétences manuelles, parce qu'il y a de la place pour bricoler, mais il y a aussi toute une série, par exemple, d'ateliers de réparation bénévoles qui ont lieu dans des régions plus urbanisées aussi et qui recréent un peu du dynamisme autour de ça. Donc les pratiques de réparation, c'est vraiment plein de personnes qui se regroupent, soit parce qu'elles sont motivées par ces deux raisons que je viens de citer, soit parce qu'aussi juste ça les amuse de réparer, parce qu'il y a le plaisir aussi du bricolage, il y a le plaisir d'apprendre, de découvrir de nouvelles compétences, de comprendre quel est le problème, le côté casse-tête. Puis il y a aussi des personnes qui y vont parce qu'elles sont attachées à leur objet fondamentalement. Donc c'est un objet de famille qu'on a hérité depuis longtemps et puis on n'a pas envie, voilà, ce vieux tourne-disque, on n'a pas envie de le jeter juste simplement à la poubelle, on le fait pour des raisons aussi sentimentales. Donc tout un tas de raisons en fait qui font que ces personnes-là vont se regrouper autour d'une même pratique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu des profils de ces longéviteurs ou de ces longéviteuses, je ne sais pas comment on dit, que vous avez interrogés? Qu'est-ce qui les motive dans leur pratique de réparation, de faire durer les objets? Ouais, alors je peux donner 2 exemples qui se ressemblent pas du tout pour donner un peu une idée de la variété de ces profils-là. Le premier exemple, c'est celui d'André, qui a 70 ans, qui est retraité et qui, en fait, a tout un espace de bricolage. Alors, il vit en Île-de-France, il a tout un espace, un garage, en fait, souterrain dans lequel il retape des voitures, principalement des voitures de collection. Et en fait, lui, il a adhéré à l'association Halte à l'obsolescence programmée parce qu'il était indigné. En fait, c'était vraiment sa cause d'indignation contre les fabricants qui nous arnaquent. Et donc, il est sur toute cette rhétorique-là, en fait, de la défense du consommateur, de la protection du consommateur. Mais alors, il se dit pas du tout écolo. D'ailleurs, les écologistes, ça l'énerve. Lui, il avait voté Fillon en 2017. Il y a tout un discours de moi, en fait, je fais ça parce que c'est du bon sens, mais surtout pas de l'écologie. Et en même temps, on voit qu'il répare. De fait, il y a des fois, il se cantonne pas au diagnostic du réparateur indépendant. Si jamais le diagnostic est mauvais, il se dit c'est pas grave, je vais regarder des tutoriels, je vais quand même me motiver à bricoler. Donc ça, c'est un premier exemple de profil qui est ce que j'ai appelé moi un peu le profil des consuméristes entre guillemets, c'est-à-dire des personnes consuméristes au sens de associations consuméristes, donc les associations de défense du consommateur. Donc des personnes qui voilà envisagent ces questions-là un peu dans une logique UFC que choisir quoi. En se disant, voilà, je veux défendre mon porte-monnaie. Et puis de l'autre côté, on peut prendre l'exemple de Guillaume, qui est un comédien qui habite dans le Marais, qui a 28 ans, qui lui est beaucoup plus investi de la question écologique, notamment parce qu'il a été éduqué en fait avec ces questions-là. À l'école, on lui en parlait aussi. Alors il a eu une enfance en Suisse, donc c'était une éducation un peu différente en France. Et lui, il est vraiment dans cette logique de j'ai un objet, je veux le rentabiliser au maximum, je veux aller au bout des choses parce que je sais ce qu'il a coûté. Il l'imagine en tout cas, il n'a pas forcément les chiffres. Et donc, il va se rendre dans un repair café à côté de chez lui pour justement apprendre à réparer, même s'il n'a pas complètement les compétences. Donc voilà, deux opposés en fait. Dans les nombreux exemples que vous donnez dans votre livre, il y a une histoire qui m'est restée dans la tête, c'est celle de Alexandre, qui, vous le dites, il passe de Amazon au Repair Café, et donc ça montre aussi qu'il y a des gens qui bougent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont réparateurs toute leur vie et puis des gens qui ne le font jamais. Il est aussi possible que des gens qui réparaient pas vraiment se mettent à un moment donné de leur vie pour plein de raisons à vouloir réparer des objets. Est-ce que ça, c'est des trajectoires qui sont courantes? Est-ce que ça arrive, les gens qui disent, pour des raisons X, Y ou Z, à partir de maintenant, je vais apprendre à réparer? Ouais, c'est des trajectoires qui sont courantes. Ça veut pas forcément dire que ça va devenir des militants de la réparation ou de la durée de vie des objets. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, ces personnes-là, souvent, on se pose la question, pour un de nos objets, c'est déjà ça, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà un moment de prise de conscience pour ces personnes-là. L'exemple d'Alexandre, il est super intéressant parce
parce que justement, Alexandre, il a découvert cet enjeu-là, notamment par les discours autour du minimalisme et les séries Netflix sur le sujet qui lui donnaient envie, en fait, de finalement se poser la question de sa consommation. Et puis, il a vu un article dans le journal du coin qui disait, il y a un atelier de réparation bénévole qui se fait samedi prochain. Il avait son mixeur sous la main qui était en panne. Il s'est dit, let's go, je vais aller tester et je vais voir ce que ça donne, quoi. Et en fait, effectivement, c'est un peu ce qu'il y a de plus courant, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir une petite étincelle de se dire, sur le coup, allez, je tente un peu le coup, quoi. Alors justement, sur cette question des repair cafés, des ressourceries, des lieux dans lesquels on peut réparer collectivement, est-ce que ça, c'est très significatif? Est-ce que c'est une pratique qui est complètement minoritaire? Est-ce que ça a un impact finalement? Ça se développe. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces initiatives, elles mobilisent énormément de personnes et surtout, elles sont en croissance. Les repair cafés, il y en avait 900 à travers le monde en 2016. Et maintenant, c'est passé à 3500. Donc, ça a été multiplié par 3. En fait, ça a triplé ce nombre de repair cafés. Les bibliothèques d'objets, on en parle encore peu, mais il y a des bibliothèques dans lesquelles on peut emprunter, on peut louer, en fait, un appareil raclette parce qu'on n'a pas besoin de faire de la raclette toute l'année. Donc, en fait, on va l'emprunter juste à ce moment-là. Les ressourceries, effectivement, qui sont de plus en plus courantes. C'est des moyens aussi pour les individus qui sont sensibles à ces questions-là de se mobiliser à une échelle plus collective et pas seulement dans leur propre foyer et de voir qu'ils sont de plus en plus. Et ça permet aussi de sensibiliser des personnes. J'avais l'exemple d'une enquêtée, Chantal, qui me disait qu'elle était femme de trader, ou en tout cas son mari travaillait dans la finance, et son mari a été licencié, elle a perdu en niveau de vie, mais elle restait quand même dans un milieu de traders où il faisait bon consommer, quoi. C'était important et c'était une manière de s'exprimer aussi. Et en fait, elle a découvert une ressourcerie à côté de chez elle. Elle s'est dit, mais il y a une autre manière de faire. Je peux consommer mais d'occasion, puis en fait, je peux quand même exister socialement parce que je m'investis dans un projet et donc ça donne un autre sens en fait. Alors, est-ce qu'il y a aussi des effets générationnels? Parce qu'on imagine que pour des gens d'un certain âge, qui ont connu aussi une époque où il n'y avait pas forcément une surabondance d'objets, il y a peut-être des pratiques qui sont plus présentes. Ou est-ce qu'à l'inverse, justement, chez des jeunes générations qui se retrouvent aussi confrontées à plus de précarité économique, il y a des pratiques de réparation ou de réparation d'habits, par exemple, qui reviennent? Il y a un effet générationnel assez fort. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, quand je les interviewais chez elles, qui faisaient référence à leurs parents ou leurs grands-parents, en disant, souvent, qui sautaient la génération des parents d'ailleurs, en disant « mes grands-parents, ma grand-mère reprisait ses chaussettes, mon grand-père bricolait dans son atelier, etc. » C'est parti un peu avec la génération des parents qui avaient accès justement à tout et qui, du coup, avaient développé en fait des formes de consommation plus denses en fait que les générations précédentes. Et effectivement, c'est une question qui revient aujourd'hui, qui va revenir avec tous les discours écologiques qu'on peut entendre, chez les plus jeunes. Après, il y a aussi une question d'âge qu'il faut différencier de la question de génération. C'est-à-dire que quand on est plus jeune aussi, on a moins les moyens de s'offrir des objets et a fortiori des objets neufs. Donc, on va récupérer dans la famille, on va chercher des bons plans sur le bon coin, etc. Donc, effectivement, on s'équipe aussi de manière plus sobre, en fait, que quand on est plus âgé, qu'on a un premier emploi, qu'on s'installe en couple et qu'on a les moyens d'équiper toute une maisonnée, en fait. Et est-ce que dans les profils de ces réparateurs, ces réparatrices, il y a aussi des distinctions de genre? Parce qu'on se demande s'il n'y a pas aussi un peu ce stéréotype dont on a souvent parlé dans ce podcast, l'idée que toute cette affaire de transition, de sobriété, de prendre du temps pour faire les choses, parfois ça retombe plus sur les femmes que sur les hommes quand il s'agit de plus cuisiner chez soi plutôt que d'acheter des plats préparés. Est-ce que c'est la même chose dans le domaine de la réparation? On imagine de manière un peu caricaturale que les hommes réparent plus, font plus de bricolage et les femmes plus le textile, par exemple. Est-ce que ça reste vrai ou c'est un stéréotype? Ça reste vrai. Sur la réparation en tant que telle, c'est en majorité quand même les hommes qui bricolent. Ils ont été éduqués par leurs parents aussi à le faire. Souvent, il y a une éducation très genrée aussi là-dessus. Et donc, ça va être souvent l'homme qui prend en charge la réparation dans le ménage, sauf pour effectivement la couture, le linge de maison, où là, c'est la femme qui va assumer ça. En revanche, ça, c'est sur les pratiques de réparation. Mais pour tout ce qui est les autres pratiques autour de la durée de vie des objets, c'est-à-dire le fait d'aller revendre de seconde main. Moi, j'ai eu plein de cas de femmes qui revendent pour leur mari sur Le Bon Coin, sur Vinted, ou voilà, qui vont prendre en charge en fait cette pratique-là. Donc finalement, les femmes vont assumer aussi un rôle très très important dans les pratiques de longévité, ce qui rajoute effectivement à la charge domestique qu'elles ont déjà.
Alors justement, si les pouvoirs publics voulaient encourager, d'un point de vue de manière positive, la réparation, le fait que les objets durent plus longtemps, par où est-ce qu'il faut prendre les choses? Est-ce qu'il faut plutôt mettre des réglementations pour que les choses durent plus longtemps, qu'on puisse pas changer de téléphone tout le temps? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'il faut encourager des lieux de réparation comme les repair cafés, les ressourceries, etc.? J'ai envie de dire, il faut aller partout. Non, en tout cas, c'est très très important. C'est par la régulation qu'on peut progresser aussi, que ça donne des appuis à ces pratiques individuelles qui sont quand même pas si faciles, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a un peu l'idée de, faut pas se renvoyer la balle constamment et se dire, à chacun de faire sa part. Du côté des lois, quand même, il y a des choses qui existent pour encourager la réparation, qui sont déjà en cours et qui sont intéressantes à prendre en considération. Par exemple, déjà, il y a la garantie légale de conformité. C'est quelque chose de basique auquel on ne pense pas forcément. Mais pendant 2 ans, on n'a pas à prouver sur un objet neuf qu'on a acheté que le défaut existait au moment de la vente et que c'est pas notre faute en tant que consommateur. Pendant 2 ans, c'est assuré qu'on peut retourner dans un service après-vente. Donc souvent, c'est quelque chose à garder en tête parce que des fois, certains distributeurs ou fabricants nous disent « ouais, c'est garanti qu'1 an ». C'est 2 ans de base. Il y a la question de l'indice de réparabilité aussi qui a été voté, qui est aujourd'hui mis en application. Donc c'est un indice, en fait c'est une note sur 10 qu'on peut retrouver quand on achète un produit. Maintenant il y a une note qui dit si l'objet est plus ou moins réparable. Donc c'est un indicateur aussi pour les consommateurs. Et puis il y a eu récemment aussi a été mis en place le bonus réparation. Donc c'est un bonus en fait qui est donné. Alors ça peut avoir ses limites, mais en tout cas c'est déjà un premier pas. Quand on va faire réparer un lave-linge, un aspirateur, qu'importe, on a en fait par le gouvernement une petite subvention et donc une ristourne en fait sur sa réparation de quelques dizaines d'euros. Et donc c'est pour encourager ces pratiques-là. Après il y a toujours du terrain à faire. Moi je pense que l'essentiel c'est effectivement cette question du prix qui est le nerf de la guerre et la question de l'encadrement des pratiques marchandes qui est très très important pour éviter justement d'avoir des produits qui sont pas réparables, qui sont difficiles à ouvrir. Enfin on a toujours ces problématiques-là aujourd'hui, donc c'est très important de légiférer sur le sujet. Ouais. Enfin quand je vous écoute, je me dis il y a quand même toujours cette ambiguïté, c'est-à-dire est-ce que ça doit reposer sur les épaules des individus avec l'idée que chacun doit bien regarder les indices de réparabilité, faire son choix en conscience, etc. Mais on pourrait se dire à l'inverse, c'est aux industriels de faire l'effort. Par exemple, en France, créer un objet en programmant dès le départ le fait qu'il soit vite obsolète, ça c'est interdit, non? Ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Oui, c'est interdit et c'est difficile à prouver. Donc ça, c'est une problématique de cette loi-là, c'est qu'effectivement, il faut être en capacité, et là aussi ça repose alors sur les consommateurs ou sur les associations de consommateurs qui se mobilisent, mais pour prouver que le fabricant a intentionnellement, délibérément voulu limiter la durée de vie d'un produit, c'est pas si évident. Donc il y a du chemin à faire. Après, des initiatives comme l'indice de réparabilité, j'y repense, mais justement, ça peut avoir un impact en fait sur les industriels à partir du moment où on pourrait imaginer, si vous êtes en dessous de tel indice, interdit à la vente, si j'y vais drastiquement. Mais il y a ces questions-là en fait d'aller plus loin et il y a des associations qui se mobilisent effectivement pour aller vers quelque chose de plus coercitif. Pareil pour la fast fashion, qui est quand même une question très importante aujourd'hui et qui se développe de plus en plus. Comment est-ce qu'on fait pour légiférer là-dessus et pour interdire certaines pratiques commerciales en fait? Est-ce qu'il y a des acteurs économiques qui se mobilisent là-dessus, c'est-à-dire qui essayent de miser sur le fait que leurs produits vont être plus réparables, qu'on va pouvoir leur faire confiance pour réparer les choses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des modèles économiques qui naissent de ça, ou est-ce qu'on reste encore dans un registre où pour que ça vaille le coup de réparer, il faut beaucoup de subventions publiques? Il y a des tentatives, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Par exemple, je pensais à chez Camif, ils font de la location maintenant. Ils essayent de tenter de faire de la location plutôt que de la vente sur des chambres enfants, je crois. Et donc en fait, c'est l'idée que justement, pourquoi est-ce que on achète tout l'équipement de la chambre de son enfant, puis ensuite quand l'enfant grandit, il faut racheter aussi un lit, etc. Donc ils se disent tiens, on pourrait aller vers ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité, donc le fait de louer plutôt que d'acheter, puis ensuite de revendre ou de jeter. Donc il y a cette tentative-là, cet essai de leur part. Il y a aussi plusieurs industriels qui tentent de lancer des objets qui soient plus réparables. Je pense à Fairphone pour les smartphones qui existent depuis un moment maintenant et donc des smartphones qui sont a priori démontables, réparables. Il y a Nobsolete maintenant qui lance un mixeur réparable aussi avec leur idée que ce sera disponible dans quelques mois, je crois, mais avec l'idée que tout peut se démonter et qu'il y a une garantie aussi pendant 5 ans, je crois, sur
sur cet objet-là. Et puis une autre tentative à laquelle je pensais aussi, c'est une initiative du côté de chez Darty qui fait une assurance qui s'appelle Darty Max. Et c'est l'idée que en fait, on s'abonne, c'est vraiment un abonnement, et Darty peut venir réparer nos appareils, même des appareils anciens, pas forcément achetés chez Darty. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, en plus, eux, ils ont plein de données, du coup, en se disant, bah voilà, on voit toutes les pannes qui ont lieu, etc. Mais c'est une autre manière, en fait, de faire et de se positionner, en fait, plus sur l'usage que sur l'achat, en fait, dans ce cas-là. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a un modèle économique de la réparation qui émerge? Parce qu'on parlait, par exemple, des Repair Cafés. Les Repair Cafés, bon, bah, ça existe parce qu'il y a des municipalités, des communautés de communes qui soutiennent ces initiatives, qui les subventionnent. L'économie de la réparation, pour l'instant, c'est pas vraiment un modèle économique florissant en soi, non? Oui, c'est un peu le point noir de l'histoire, c'est qu'en fait on a effectivement la baisse de prix des produits neufs, on a le prix élevé des pièces détachées aussi souvent, on a une profession qui est vieillissante. Souvent, en fait, il y a pas mal de jeunes qui disent que c'est peu attractif aussi pour eux, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est pas rentable en fait d'être cordonnier, et on a des personnes qui viennent de moins en moins nous apporter leurs chaussures parce que souvent en plus c'est des personnes qui ont des baskets et qui se disent c'est pas réparable les baskets, etc. Enfin, donc en fait une profession qui attire de moins en moins de jeunes, et je sais que typiquement chez Fnac Darty par exemple ils sont en manque de réparateurs aussi de leur côté, parce qu'aussi on est de moins en moins formés à ça, et puis voilà, le modèle éducatif valorise moins ces compétences qui sont pourtant essentielles. Et puis, c'est une profession aussi qui peut être facilement vue comme des arnaqueurs de la part du grand public. C'est-à-dire, oh là là, je suis allé faire réparer, juste recoudre quelque chose sur mon manteau et ça coûte si cher. Bah oui, ça coûte cher parce que ça prend du temps. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, ça fait que les réparateurs sont quand même la plupart sur l'électroménager électronique, sur les chaussures, ils sont en baisse constante depuis des années. Et alors, si on veut donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la réparation et qui dit, bon, bah, en fait, voilà, j'aimerais bien me mettre à le faire mieux ou à le faire plus, qu'est-ce que vous diriez ou qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent vous voir en disant, bah, moi aussi, je veux devenir un longéviteur? C'est simple. Si jamais on tombe sur un objet qui tombe en panne, et qu'on se demande où est-ce qu'on se dirige, quel parcours on peut faire, etc. La première chose à faire, c'est déjà bêtement de vérifier que notre appareil n'est pas encore sous garantie. Je parlais de la garantie légale de conformité, mais voilà, normalement, sous 2 ans, voire même 5 ans, 10 ans, si on a pris des extensions de garantie, on est assuré quand même là-dessus. Après, il y a tout un tas de ressources. Il y a des annuaires, en fait, en ligne qui référencent les réparateurs, mais qui référencent aussi tout un tas d'autres structures, des ressourceries pour acheter de seconde main, etc. Enfin, il y a donc notamment un site gouvernemental. Maintenant, ça s'appelle épargnonsnosressources.gouv.fr. C'est un annuaire, en fait, où on peut chercher effectivement un réparateur. On cherche à donner, à revendre, à louer. Il y a des adresses qui sont données. Il y a aussi, tout bêtement, chercher sur Internet, sur son moteur de recherche, voir les avis pour voir si le réparateur est potentiellement fiable ou pas. Et puis, il y a une chose à laquelle moi je tiens à titre personnel et que je trouve intéressante, c'est aussi le fait d'en parler autour de soi, de chercher des ressources en fait et de se dire toi tu fais comment, là moi j'ai tel truc qui est en panne, et en fait c'est ce que font déjà beaucoup de personnes, et justement en parlant elles découvrent telle ou telle structure à côté de chez elles dont elles n'avaient pas entendu parler, mais aussi par ailleurs en fait ça permet aussi de justement de contribuer à cette transformation de normes sociales dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce changement de représentation. Moi aussi je me pose la question de réparer, de faire durer, d'éviter de jeter. Donc cette question de en parler autour de soi, de questionner son entourage, elle est importante. On a beaucoup parlé du fait que réparer, c'était une bonne chose pour faire durer les objets, parce que ça peut nous coûter moins cher sur le long terme, voilà. Mais dans l'expérience que vous avez, les témoignages que vous avez recueillis, les enquêtés avec qui vous avez parlé, qu'est-ce qu'ils racontent aussi de ce que ça leur fait de réparer les objets? C'est-à-dire, c'est pas juste une histoire de rationalité économique ou écologique. Non, c'est pas juste ça. Justement, je parlais tout à l'heure de gagner en compétences, par exemple. C'est quelque chose d'assez important et que les personnes mettent beaucoup en avant. Mais au-delà, il y a vraiment ce plaisir aussi de bricoler et d'apprendre, et ce plaisir de remettre les mains dans le cambouis aussi. Et c'est valorisant, en fait, d'avoir réussi à réparer ou même d'avoir passé du temps. Alors des fois, ça peut être frustrant parce qu'on passe des heures et puis finalement, on n'y arrive pas. Mais voilà, on a au moins essayé. Et du coup, il y a cette forme de fierté. Moi, c'est beaucoup ça qui ressort en fait des entretiens que je menais avec les
uns et les autres, cette fierté de faire durer. Et dans certains cas, pour celles et ceux qui réparent à plusieurs, soit dans des repair cafés, ou alors qui vont sur des groupes Facebook de réparation, il y a des passionnés, il y a des geeks de la réparation. Enfin, ça fait du lien social aussi, en fait. Ça crée quelque chose de commun, d'être ensemble à essayer de se dépatouiller avec sa machine où on ne sait pas qu'est-ce qui bug dedans. Donc ouais, il y a aussi une forme de convivialité, en fait, autour de ça. Alors, on sait que sur les questions écologiques, climatiques, environnementales, on n'est pas exactement dans la bonne direction, on n'est pas exactement sur la bonne trajectoire. Qu'est-ce qui vous permet quand même de garder espoir ? Je pense qu'une manière que j'ai eue de garder espoir, c'était surtout de voir toutes les personnes qui font des efforts pour faire durer malgré tout. Donc c'est vrai que le fait de faire ce terrain-là pour moi m'a fait du bien parce que je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui essaye, en tout cas, qui se pose la question. Il y a un dernier chiffre quand même que j'ai envie de donner qui, je trouve, donne de l'espoir. C'est qu'il y a au moins un Français sur 2 qui considère que la situation est très préoccupante et appelle à un changement radical dans l'organisation de l'économie et de la société, revenant à produire et à consommer moins mais mieux. Ce n'est pas un chiffre de moi, c'est un chiffre de l'Obsoco récent. Et je me suis dit, un Français sur 2, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a potentiellement, même s'il n'y a pas encore toutes les pratiques existantes, qu'il y a une régulation nécessaire au niveau de l'État, il y a un changement de mentalité qui est quand même assez impressionnant. Alors, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous faites, vous, à un niveau plus individuel. D'abord, je suis obligé de vous poser cette question. Est-ce que vous avez appris dans ce processus-là à réparer les bouilloires et à repriser les chaussettes ? Ouais, alors je suis la pire bricoleuse, je pense. En fait, moi, j'étais souvent à observer ce que les échanges, les dialogues entre les personnes, plus qu'à regarder ce qui se faisait très concrètement. C'est comme si moi, ça me passait vraiment au-dessus. Par contre, maintenant, je connais très bien tous les réparateurs qui peuvent m'aiguiller, donc c'est très pratique. Je sais que j'en ai un qui est organisateur d'un repair café à Paris et je l'appelle un peu trop souvent des fois dès que j'ai des pannes. Donc en fait ça m'a donné des outils aussi pour moi de me dire en fait il y a plein de choses qui existent, il y a plein de gens qui récupèrent dans la rue aussi si on a quelque chose en panne et qu'on a entre guillemets la flemme de le réparer parce qu'en vrai c'est quand même souvent ça, on peut le donner et ça va être un réparateur qui vient le chercher et qui est ravi parce qu'il va bricoler lui-même. Enfin du coup ça donne des portes de sortie pour même moi qui suis pas bricoleuse pour un sou quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans votre vie ces dernières années ou des questions que vous vous êtes posées dans vos pratiques personnelles ? Par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion ? J'ai arrêté de prendre l'avion depuis quelques années. Je dis pas que j'y retournerai pas un jour si je dois faire le super voyage de ma vie, mais il y a l'idée de, maintenant par exemple moi l'idée de faire un vol national, je comprends pas. Enfin vraiment ça me vient pas du tout à l'idée, voire même à titre personnel ça peut vite m'agacer parce que je me dis mais il y a plein de solutions qui existent par ailleurs. Et puis ça m'est arrivé de renoncer à certains trajets faits en avion ou alors de le troquer contre du train, ce qui m'est arrivé pour une conférence qui était à Oslo où j'ai pu me permettre de passer 2 jours dans le train, ce qui est pas évident pour tous les Français, ça c'est clair. Moi j'ai la chance d'avoir aussi un boulot où je peux travailler depuis un train sur mon ordinateur, mais en tout cas j'essaye d'opter plutôt pour cette solution-là depuis quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y a sur ces sujets-là un livre, un film, une œuvre de fiction, une bande dessinée que vous aimeriez partager ou qui vous a inspiré ? Oui, j'ai pensé à un film, un documentaire qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on a parlé, mais qui est super chouette et très feel-good, étrangement. C'est Food Coop, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un documentaire de Tom Booth, je crois que ça se dit comme ça. C'est un Américain, je suppose, c'est sorti en France il y a quelques années. Et en fait, c'est sur une coopérative, donc c'est une épicerie, en fait, dans laquelle tout un chacun adhère et doit faire des heures, en fait, chaque semaine. Je sais plus si c'est quelques heures par semaine, quelques heures par mois. Ils sont mis en coopérative pour avoir accès, alors ça se passe à New York, pour avoir accès à des biens de qualité qui soient bio. Voilà. Donc c'est super intéressant parce que cette épicerie, elle fonctionne par l'organisation collective. Et je trouve ça intéressant le parallèle aussi avec ce dont on a parlé, mais il y a l'idée de, en fait, en se regroupant, ça fait du bien et on peut accomplir des choses aussi à plusieurs. Donc pour ça, le documentaire est pas mal, justement pour les fêtes de fin d'année. C'est plutôt pas mal à regarder. Merci Julie Madon. Merci. Cette discussion avec Julie Madon m'a fait beaucoup réfléchir. Et il me reste
pas mal de choses en tête que je suis content de partager avec vous, alors que comme beaucoup, à l'heure où vous m'écoutez, eh bien, en fait, je m'apprête à offrir et déballer des cadeaux, et peut-être que certains, qui sait, seront peut-être des objets que je ferai durer toute la vie. La première chose que je retiens, c'est qu'on ne se rend jamais compte du poids des objets dans notre quotidien. Personne ne nous explique au moment d'acheter la quantité d'énergie et de matière qu'il a fallu pour produire tout ça. En fait, on n'en sait rien. L'exemple type, c'est nos téléphones. Ça me fait penser à l'épisode qu'on avait enregistré avec Frédéric Bordage de Green IT sur le poids du numérique. Et il expliquait bien, d'ailleurs comme Julie Madon, que ce qui compte dans l'empreinte environnementale de nos téléphones, c'est pas l'usage qu'on en a, en fait c'est la fabrication des équipements, c'est-à-dire les objets et tout ce qu'il faut pour les fabriquer. Et en fait, c'est la même chose pour tout, l'électroménager, tous les objets qu'on a chez nous. Une manière positive de voir ça, c'est qu'en fait, agir, c'est vraiment à notre portée. Parce qu'en fait, ne pas renouveler des achats de choses qui marchent encore bien, en fait, c'est déjà faire quelque chose. Et figurez-vous qu'en plus, cette action est gratuite. Le deuxième aspect qui me reste en tête, c'est la diversité des profils des gens qui réparent. Et c'est ce que raconte bien Julie Madon dans son livre. C'est pas un truc d'écolo de réparer, c'est pas forcément un truc de conviction, c'est d'abord un réflexe économique parce que ça peut coûter moins cher. Mais ça peut unir des gens qui font ça pour des motifs très différents. Et ça, je trouve que c'est une source d'espoir aussi. Parce que le fait qu'on bricole par plaisir, ou par souci d'économie, ou pour des raisons éthiques, en fait, ça fait un terrain d'entente super riche entre des gens d'horizons différents. Et en plus, comme l'expliquait dans un épisode sur la consommation assez récent de Chaleur Humaine, le spécialiste du marketing Benoît Elbrun, faire soi-même les choses, c'est aussi super gratifiant. C'est aussi des choses qui peuvent nous rendre heureuses. Moi, par exemple, je le vis avec le fait de cuisiner pour des gens que j'aime. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien, même si ça prend du temps. Alors peut-être qu'apprendre à rallonger la durée de vie des objets, c'est une bonne base pour tisser des ponts entre des gens qui pensent pas forcément pareil, mais qui peuvent prendre du plaisir à réparer, à raccommoder. Tiens, ça pourrait être une résolution de début d'année, d'aller taper à la porte du club de couture ou de bricolage, d'apprendre de son voisin ou de sa tante une compétence nouvelle pour faire durer un ou des objets. Le troisième point, et je trouve qu'il est assez important, c'est de bien se rappeler que tout ça ne relève pas juste de l'initiative individuelle. C'est super que certains ou certaines sachent réparer ou bricoler. Mais si on veut que ça devienne quelque chose de collectif, il faut l'organiser. De manière très concrète, il nous faut des lieux le plus proches de chez nous pour pouvoir apprendre à réparer, des bibliothèques d'objets pour emprunter des appareils à raclette ou des yaourtières, des ressourceries pour trouver les pièces qui nous manquent pour pouvoir réparer. Mais plus encore, il faut que les pouvoirs publics mettent des règles du jeu qui soient un peu plus encourageantes, qu'elles soutiennent la formation dans les métiers de la réparation, qu'il y ait des incitations pour les entreprises qui misent sur la location plutôt que sur l'achat. Il faut des règles pour pousser à des garanties plus longues, des contrôles pour s'assurer qu'on ne nous vend pas des trucs qui vont se périmer du jour au lendemain. Ça me rappelle l'un des premiers épisodes de Chaleur Humaine qui m'avait beaucoup marqué, avec la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier. Elle expliquait bien qu'on ne peut pas donner aux gens des injonctions à être raisonnables et sobres tout en ayant partout des publicités qui incitent à renouveler son portable tous les 12 mois. D'ailleurs, Julie Madon a fait sa thèse avec Sophie Dubuisson-Kellier, c'est sans doute pas un hasard qu'elle ait travaillé sur ce sujet. Un point tout de même qui me semble important. Je continue de penser que c'est incroyablement anormal que réparer quelque chose qui existe déjà coûte plus cher que de produire quelque chose de neuf. On en avait parlé dans ce podcast avec l'entrepreneuse Julia Faure dans un épisode sur le textile et la fast fashion. Mais en fait, ça s'applique à beaucoup de domaines, de l'électronique à nos chaussures. Et je crois que là aussi, il y a un levier simple pour encourager les changements. Rendre le neuf plus cher et la réparation plus accessible, ça rend service à nos portefeuilles et à notre avenir en même temps. Et ça aussi, c'est quand même une source d'espoir, non ? Sur ce point-là, comme sur tous les autres, je suis toujours preneur de vos avis et de vos critiques à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave, réalisé par Florentin Baume, et la musique est toujours celle d'Amandine Robillard. J'en profite pour vous souhaiter, en bonne et due forme, une excellente fin d'année, pleine d'amour et de joie, des moments avec celles et ceux qu'on aime, et de quoi recharger nos batteries d'énergie, si possible renouvelables, pour construire tout ce qu'il va falloir construire, déconstruire tout ce qui devra être déconstruit, et surtout cuisiner tout ce qui devra être dévoré. Chaleur Humaine revient tout début janvier avec une série d'épisodes, de petits épisodes en guise de bonnes résolutions collectives tirées du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu à Paris mi-décembre au Théâtre de la Ville.
Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de vous mettre à repriser les chaussettes, à réparer les mixeurs ou à l'inverse, à prendre un abonnement Amazon Prime parce que après tout, on ne sait jamais. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et vos techniques de grand-mère pour faire durer les objets. N'hésitez pas à ajouter en cette période de fête de fin d'année un morceau de gâteau à la pistache et au chocolat, arrosé d'un peu de fleurs d'oranger. Je crois que ça peut toujours nous aider. Comme d'habitude, tout ça à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. J'en profite pour vous dire que Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque mardi, je réponds à vos questions et je partage mes lectures et mes interrogations. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez toujours vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Merci d'être resté jusque-là, très bonne fête de fin d'année, que la joie et l'huile d'olive vous illuminent de bonheur. Bravo, bravo! Ça fait 3 ans, presque 3 ans que vous écoutez Chaleur Humaine, bravo d'être resté jusque-là. Merci et à l'année prochaine.